Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons ensemble la lecture du livre Méditation Vipassana, une méthode pratique et complète du vénérable Mahasi Sayadaw. Nous en étions à la pratique de base, l'étape préparatoire. Bonne écoute. Si vous désirez sincèrement faire des progrès dans la méditation et réaliser la vision pénétrante dans cette vie présente, vous devez abandonner pensée et action concernant le monde pendant que vous méditez. Ce cours de pratique vise la purification de la conduite, l'étape préliminaire essentielle pour progresser de façon efficace dans la méditation. Vous devrez respecter les règles de la discipline prescrites pour les laïcs ou pour les moines selon le cas, car elles sont importantes pour la réalisation de la vision pénétrante. Pour les laïcs, ces règles comprennent les 8 préceptes que les pratiquants bouddhistes suivent lors des jours d'observance, entre parenthèses Uposatha, et pendant les périodes de méditation. Une règle supplémentaire consiste à ne pas parler avec mépris, ni en plaisantant ou avec malveillance, à l'un de ces êtres nobles qui ont atteint un état de sainteté, ni à leurs propos. Si vous l'avez fait, présentez personnellement des excuses ou faites-le par l'intermédiaire de votre instructeur de méditation. Si, dans le passé, vous avez parlé avec dédain à un être noble qui serait actuellement indisponible ou décédé, confessez cette offense à votre instructeur de méditation ou introspectivement à vous-même. Les anciens maîtres de la tradition bouddhiste vous suggèrent de vous confier à l'éveillé, le Bouddha, pendant la période de pratique, car vous pourriez être effrayé s'il arrivait que votre propre état d'esprit produise des visions malsaines ou effrayantes au cours de la méditation. Aussi, placez-vous sous la guidance de votre instructeur de méditation, car il peut alors vous parler avec franchise de votre travail et vous donner les conseils qu'il pense nécessaires. Ce sont là les avantages qu'il y a à placer sa confiance dans l'éveillé, le Bouddha, et de pratiquer sous la direction de votre instructeur. Le but de cette pratique, et son plus grand bénéfice, consiste à être libéré de la convoitise, de la haine et de l'illusion, qui sont les racines de tous les maux et de toute souffrance. Ce cours intensif de formation à la vision pénétrante peut vous conduire à une telle libération. Alors travaillez ardemment dans ce but pour que votre formation soit couronnée de succès. Ce type de formation à la méditation, basé sur l'établissement de l'attention, Satipatthana, a été choisi par les Bouddhas successifs et les êtres nobles qui ont réalisé l'éveil. Vous pouvez vous congratuler d'avoir eu l'opportunité de suivre le même type de pratique qu'ils ont eux-mêmes suivi. Il est également important que vous débutiez votre pratique par une courte méditation sur les 4 protections que l'éveillé, le Bouddha, soumet à votre réflexion. Il est bénéfique, à ce stade, d'y réfléchir pour votre bien-être psychologique. Les sujets de ces 4 réflexions protectrices sont le Bouddha lui-même, la bienveillance inconditionnelle pour tous, les aspects répugnants du corps et la mort. D'abord, consacrez-vous sincèrement au Bouddha en appréciant ses 9 qualités principales de cette manière. En vérité, le Bouddha est saint, pleinement illuminé, parfait en connaissance et en conduite, bienheureux, connaisseur des mondes, guide incomparable de ceux pouvant être instruits, enseignant des devas et des êtres humains, l'éveillé et le sublime. Deuxièmement, pensez à tous les êtres sensibles comme étant les récepteurs de votre bienveillance, fortifiés par vos pensées de bonté, toutes d'amour, et identifiez-vous à tous les êtres sensibles sans distinction. Ainsi, que je sois libéré de la malveillance, de la maladie et du chagrin, et que puissent l'être aussi, tout comme moi, mes parents,
guide, enseignant, ainsi que tous les êtres qu'ils me soient chers, indifférents ou hostiles, que tous soient libérés de la malveillance, de la maladie et du chagrin. Puissent-ils être libérés de la souffrance. Troisièmement, réfléchissez à la nature répulsive du corps pour vous aider à diminuer l'attachement malsain que tant de gens ressentent pour celui-ci. Attardez-vous sur certaines de ces impuretés, telles que l'estomac, les intestins, la lymphe, le pus, le sang. Réfléchissez à ces impuretés pour que l'absurde, penchant pour le corps, puisse être éliminé. La quatrième protection pour votre bénéfice psychologique est de réfléchir au phénomène de la mort qui se rapproche toujours. Les enseignements bouddhistes soulignent que la vie est incertaine, mais que la mort est certaine, que la vie est précaire, mais la mort assurée. La vie a la mort pour but. Il y a la naissance, la maladie, la souffrance, la vieillesse et la mort pour terminer. Ce sont là les aspects du déroulement de toute existence. Pour commencer l'entraînement, prenez la posture assise, jambes croisées. Vous vous sentirez peut-être plus à l'aise si les jambes ne sont pas entrecroisées, mais simplement posées sur le sol, sans qu'elles s'appuient l'une contre l'autre. Si vous trouvez que d'être assis sur le sol perturbe la méditation, optez pour une posture assise plus confortable. Et maintenant, poursuivez la méditation en suivant les instructions pour chaque exercice. Exercice de base 1. Essayez de maintenir votre esprit, mais pas vos yeux, sur l'abdomen. Vous apprendrez ainsi à connaître les mouvements de cette partie du corps, à savoir la montée, le gonflement, et la descente, le dégonflement. Si, au début, vous ne percevez pas clairement ces mouvements, placez alors les deux mains sur l'abdomen pour sentir ces mouvements ascendants et descendants. Au bout d'un temps assez court, le mouvement ascendant de l'inspiration et le mouvement descendant de l'expiration deviendront perceptibles. Faites alors une note mentale, montée pour le mouvement ascendant, descente pour le mouvement descendant. La note mentale de chaque mouvement doit être faite pendant que celui-ci se produit. Par cet exercice, vous apprendrez ce que sont en réalité ces mouvements de montée et de descente de l'abdomen. Ne vous occupez pas de la forme de l'abdomen. Ce que vous percevez réellement, c'est la sensation corporelle de la pression causée par le mouvement de soulèvement de l'abdomen. Alors, ne vous attardez pas sur la forme de l'abdomen, mais continuez l'exercice. Pour le débutant, c'est une méthode très efficace pour développer les facultés d'attention et de concentration de l'esprit, ainsi que la vision pénétrante durant la méditation. Plus la pratique se perfectionne, et plus la manière dont se déroulent ces mouvements sera clairement perçue. La capacité de connaître chaque manifestation successive des processus mentaux et physiques de chacun des 6 organes des sens n'est réalisable que lorsque la méditation de la vision pénétrante est pleinement développée. Mais puisque vous êtes un débutant dont l'attention et la capacité de concentration sont encore faibles, vous pouvez trouver difficile de maintenir l'esprit sur chaque mouvement ascendant et sur chaque mouvement descendant successif quand ils se produisent. Au vu de cette difficulté, vous pourriez être enclin à penser « Je ne sais pas comment maintenir mon esprit sur chacun de ces mouvements ». Dans ce cas, rappelez-vous simplement que c'est une méthode d'apprentissage. Les mouvements ascendants et descendants de l'abdomen sont toujours présents, et par conséquent, il n'y a pas besoin de les rechercher. Vraiment, il est facile pour une personne qui débute de maintenir son esprit fixé sur ces 2 mouvements simples. Poursuivez cet exercice en totale attention sur les mouvements ascendants et descendants de l'abdomen.
Ne répétez jamais les mots montée, descente et ne pensez pas à montée, descente comme des mots. Soyez attentif au processus réel des mouvements ascendants et descendants de l'abdomen. Évitez une respiration profonde ou rapide dans le but de rendre les mouvements abdominaux plus distincts, parce que cette intention provoquera une fatigue qui perturbera la pratique. Soyez juste totalement conscient des mouvements de montée et de descente tels qu'ils se manifestent au cours d'une respiration normale. Exercice de base 2. Pendant que l'on est occupé à observer chacun des mouvements de l'abdomen, d'autres activités mentales peuvent se manifester pendant que l'on note chaque mouvement ascendant ou descendant. Des pensées ou d'autres facteurs mentaux, tels que des intentions, des idées, des imaginations sont susceptibles de se manifester entre chaque note mentale de montée et de descente. Elles ne peuvent pas être ignorées. On doit faire une note mentale pour chacune d'elles dès qu'elles se manifestent. Si vous imaginez quelque chose, vous devez savoir que vous le faites et vous effectuez alors une note mentale imaginée. Si vous pensez simplement à quelque chose, notez, pensez. Si vous réfléchissez, réfléchir. Si vous avez l'intention de faire quelque chose, intention. Quand l'esprit erre loin de l'objet de la méditation, à savoir la montée et la descente de l'abdomen, notez, errez. Si vous imaginez que vous vous dirigez vers un certain endroit, notez mentalement, allez. Quand vous y arrivez, notez, arrivez. Quand en imagination vous rencontrez une personne, notez, rencontrer. Si vous lui parlez, notez, parler. Si vous vous disputez avec cette personne, notez, disputer. Si vous vous voyez en imagination une lumière ou une couleur, assurez-vous de noter, voir. À chaque fois que se manifeste une vision mentale, elle doit être notée depuis son apparition jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Après sa disparition, continuez l'exercice de base 1 en étant pleinement conscient de chaque mouvement montant et descendant de l'abdomen. Procédez attentivement sans relâche. Si vous avez l'intention d'avaler de la salive lors de cet état d'esprit attentif, faites une note mentale, intention. Durant l'acte d'avaler, avaler. Si vous avez l'intention de cracher, intention. Durant l'acte de cracher, crachez. Puis, revenez à la pratique de montée et descente. Supposons que vous ayez l'intention de plier le cou. Notez, intention. Durant l'acte de se pencher, se pencher. Lorsque vous avez l'intention de redresser le cou, intention. Durant l'acte de redresser le cou, redresser. Les mouvements de flexion du cou et de redressement doivent être exécutés lentement. Après avoir pris note mentalement de chacune de ces actions, continuez en totale attention de noter les mouvements montants et descendants de l'abdomen. Exercice de base 3. Du fait que vous devez continuer de méditer pendant longtemps dans la même posture, assise ou allongée, il est fort probable que vous éprouviez un intense ressenti de fatigue et de raideur dans le corps ou dans les bras et les jambes. Si cela devait se produire, fixez l'esprit sur la partie du corps où une telle sensation se manifeste et continuez l'observation en notant « fatigué » ou « raideur ». Faites cela naturellement, c'est-à-dire ni trop rapidement, ni trop lentement. Ces ressentis s'affaiblissent peu à peu
et finalement cesse complètement. Si l'un de ces ressentis devait devenir plus intense jusqu'à rendre la fatigue corporelle ou la raideur des articulations insupportable, alors changez de posture. Cependant, n'oubliez pas de faire une note mentale « intention » avant de procéder au changement de posture. Chaque mouvement doit être observé en détail dans son ordre respectif. Si vous avez l'intention de lever la main ou la jambe, faites une note mentale « intention ». En levant la main ou la jambe, levez. En étirant la main ou la jambe, étirez. Quand vous pliez, pliez. En posant, posez. Si la main ou la jambe touche quelque chose, touchez. Effectuez toutes ces actions d'une manière délibérément lente. Dès que vous êtes installé dans la nouvelle posture, reprenez l'observation des mouvements de l'abdomen. Si, dans la nouvelle posture, vous ressentez de l'inconfort à cause de la chaleur, poursuivez la méditation dans une autre posture, selon la marche à suivre décrite dans ce paragraphe. Si vous ressentez une sensation de démangeaison dans n'importe quelle partie du corps, maintenez l'esprit sur cette partie et faites une note mentale « démangeaison ». Faites cela avec calme, ni trop rapidement, ni trop lentement. Lorsque la sensation de démangeaison aura disparu au cours de la pratique de la pleine attention, continuez en notant la montée et la descente de l'abdomen. Si les démangeaisons devaient continuer de devenir trop fortes et que vous ayez l'intention de frotter la partie où se situent ces démangeaisons, assurez-vous de faire une note mentale « intention ». Lentement, levez la main et simultanément notez « lever ». Puis, touchez quand la main touche la partie qui démange. Frottez lentement en complète attention de « frotter ». Lorsque la sensation de démangeaison aura disparu et que vous aurez l'intention d'arrêter de frotter, soyez attentif à faire la note mentale habituelle « intention ». Lentement, retirez la main en faisant simultanément une note mentale de l'action « retirer ». Quand la main s'appuie à l'endroit habituel du contact avec la jambe, touchez. Puis de nouveau, consacrez votre temps à observer les mouvements de l'abdomen. En cas de douleur ou d'inconfort, fixez l'esprit sur la partie du corps où la sensation apparaît. Faites une note mentale de la sensation en question, telle qu'elle se produit, comme douloureux, pénible, comprimé, perçant, fatigué, étourdi. On doit souligner que la note mentale ne doit être ni forcée ni retardée, mais faite de manière calme et naturelle. La douleur peut éventuellement cesser ou s'intensifier. Ne vous inquiétez pas si elle s'intensifie. Continuez fermement l'observation. Si vous agissez ainsi, vous verrez que la douleur cesse presque toujours. Mais si, après un certain temps, la douleur a augmenté et qu'elle devient presque insupportable, vous devez ignorer la douleur et continuer l'observation de la montée et de la descente. Au fur et à mesure que vous progressez dans la pleine attention, il se peut que vous ressentiez des sensations de douleur intenses, des sensations d'étouffement ou d'étranglement, de la douleur semblable à une coupure de couteau ou à la piqûre d'un instrument pointu, ou bien encore des sensations désagréables comme d'être piqué par des aiguilles ou des petits insectes rampant sur le corps. Vous pourriez aussi éprouver des sensations de démangeaison, de morsure, de froid intense. Dès que vous cessez d'observer,
Vous pouvez aussi bien constater que ces sensations douloureuses cessent. Dès que vous reprenez l'observation, vous allez de nouveau les ressentir dès que vous progresserez en attention. Ces sensations douloureuses ne doivent pas être considérées comme quelque chose de grave. Elles ne sont pas les manifestations d'une maladie, mais les facteurs ordinaires toujours présents dans le corps et qui sont généralement masqués du fait que l'esprit est habituellement occupé par des objets bien plus évidents. Quand les facultés mentales s'aiguisent, vous êtes plus attentif à ces sensations. Avec le développement continu de l'observation, le temps viendra où vous pourrez les surmonter et elles cesseront tout à fait. Si vous continuez l'observation, demeurant ferme dans le but, il ne vous arrivera aucun mal. Si vous perdez courage, devenez irrésolu dans l'observation et arrêtez pour un temps de pratiquer, vous rencontrerez ces sensations déplaisantes encore et encore, tant que vous agirez ainsi. Mais si vous continuez avec détermination, vous pourrez très probablement surmonter ces sensations douloureuses et ne jamais plus en faire l'expérience au cours de la méditation. Si vous avez l'intention de balancer le corps, alors notez sciemment « intention ». Pendant que le corps se balance, balancement. Pendant la méditation, il se peut que vous remarquiez qu'un balancement du corps se produit d'avant en arrière. Ne vous inquiétez pas, n'en soyez pas heureux et ne désirez pas continuer à vous balancer. Le balancement cessera si vous en restez clairement conscient et si vous continuez de noter balancement jusqu'à que cesse cette action. Si le balancement augmente, bien que vous le notiez mentalement, alors appuyez-vous contre un mur ou un poteau ou étendez-vous un moment. Ensuite, reprenez la méditation. Suivez la même méthode si vous éprouvez des secousses ou des tremblements. Quand la méditation a évolué, vous pouvez parfois ressentir un frisson ou un tremblement au niveau du dos ou dans tout le corps. C'est le symptôme d'un ressenti d'un grand intérêt, d'enthousiasme ou de ravissement. Cela se produit naturellement au cours d'une méditation. Quand votre esprit est ferme dans la méditation, vous pouvez être surpris par le moindre son. Cela se produit parce que vous ressentez plus intensément l'effet de l'impression sensorielle, du fait de l'état de bonne concentration. Si vous avez soif en méditant, observez la sensation soif. Lorsque vous avez l'intention de vous lever, intention. Ensuite, faites une note mentale pour chaque mouvement de préparation pour vous lever. Maintenez l'esprit fermement sur l'acte de vous lever et notez mentalement se lever. Une fois debout, quand vous regardez devant vous, notez regarder. Voir. Si vous avez l'intention de marcher, intention. Lorsque vous commencez à avancer, notez mentalement chaque pas. Marcher, marcher. Ou gauche, droit. Quand vous marchez, il est important qu'à chaque mouvement, vous soyez attentif à chaque pas du début jusqu'à la fin. Adoptez la même méthode lorsque vous vous promenez ou lors de la pratique de la marche. Essayez de faire une note mentale en 2 sections sur chaque pas, comme ceci. Lever, avancer. Lever, avancer. Lorsque vous avez suffisamment de pratique dans cette façon de marcher, alors essayez de faire une note mentale à chaque pas en 3 sections. Lever, avancer, poser. Ou bien en haut, en avant, en bas. Quand vous regardez le robinet ou le pot à eau, quand vous arrivez à l'endroit où vous devez boire, assurez-vous de faire une note mentale, regarder, voir.
Lorsque vous arrêtez de marcher, arrêtez. Lorsque vous tendez la main, tendre. Lorsque la main touche la tasse, toucher. Quand la main prend la tasse, prendre. Lorsque la main plonge la tasse dans l'eau, plonger. Quand la main approche la tasse des lèvres, approcher. Quand la tasse touche les lèvres, toucher. Si vous ressentez du froid au toucher, froid. Quand vous avalez, avaler. Lorsque vous rapportez la tasse, rapporter. En retirant la main, retirer. Quand vous abaissez la main, abaisser. Lorsque la main touche le côté du corps, toucher. Si vous avez l'intention de vous retourner, intention. Lorsque vous vous retournez, tournez. Quand vous marchez, marchez. En arrivant à l'endroit où vous avez l'intention de vous arrêter, intention. Quand vous vous arrêtez, arrêtez. Si vous restez debout pendant quelque temps, continuez l'observation de la montée et de la descente. Mais si vous avez l'intention de vous asseoir, intention. Quand vous marchez pour aller vous asseoir, marchez. En arrivant à l'endroit où vous serez assis, arrivez. Quand vous vous retournez pour vous asseoir, tournez. Quand vous vous asseyez, s'asseoir. Asseyez-vous lentement et gardez l'attention sur le mouvement de descente du corps. Vous devez noter chaque mouvement de mise en position des mains et des jambes. Puis, reprenez l'exercice normal d'observation des mouvements de l'abdomen. Si vous avez l'intention de vous coucher, intention. Puis, continuez d'observer chaque mouvement dans le déroulé de s'allonger. Soulever, tendre, quitter, toucher, s'allonger. Alors faites de chaque mouvement un objet d'observation lorsque vous positionnez les mains, les jambes et le corps. Effectuez ces actions lentement. Par la suite, continuez d'observer la montée et la descente. Si une douleur, de la fatigue, des démangeaisons ou toute autre sensation se fait sentir, assurez-vous de noter chacune de ces sensations. Notez tous les ressentis, pensées, idées, considérations, réflexions, tous les mouvements des mains, des jambes, des bras et du corps. S'il n'y a rien de particulier à noter, fixez alors l'esprit sur la montée et la descente de l'abdomen. Faites une note mentale, somnolence, quand vous vous sentez somnolent, et endormi quand vous vous sentez endormi. Après avoir développé une concentration suffisante dans l'observation, vous serez en mesure de surmonter la somnolence et la torpeur, et finalement, vous vous sentirez revigoré. Reprenez l'observation habituelle de l'objet de base. À supposer que vous soyez incapable de surmonter une sensation de somnolence, vous devez alors continuer à noter jusqu'à ce que vous vous endormiez. L'état de l'esprit durant le sommeil est la manifestation de la subconscience. Il est semblable au premier état de conscience de la renaissance et au dernier état de conscience au moment de la mort. Cet état de conscience est faible et donc incapable de porter attention à un objet. Durant l'état de veille, la manifestation de la subconscience se produit régulièrement entre chaque moment de voir, d'entendre, de goûter, de sentir, de toucher et de penser. Parce que ces manifestations sont de courte durée, elles ne sont généralement pas évidentes et donc pas observables. La subconscience se manifeste pendant le sommeil, un fait qui devient évident quand on se réveille, car c'est dans l'état de veille que l'on distingue peu à peu les pensées et les objets denses. Vous devez commencer à observer dès le moment
où vous vous réveillez. Puisque vous êtes débutant, ce n'est peut-être pas encore possible pour vous de commencer à observer tout au début du réveil. Vous devez commencer par le moment où vous vous souvenez que vous devez observer. Par exemple, si au réveil vous réfléchissez à une chose, vous devez prendre conscience de ce fait et commencer votre méditation par une note mentale, réfléchir. Reprenez alors l'observation de la montée et de la descente de l'abdomen. Lorsque vous vous levez du lit, l'attention doit être dirigée vers chaque détail des activités corporelles. Chaque mouvement des mains, des jambes et du bassin doit être effectué en totale attention. Êtes-vous en train de penser à la journée au moment du réveil? Si c'est le cas, notez, pensez. Avez-vous l'intention de sortir du lit? Si c'est le cas, notez, intention. Si vous vous préparez à bouger le corps pour vous lever, notez préparation. Quand vous vous redressez lentement, se redresser. Lorsque vous êtes en position assise, assis. Si vous restez assis un certain temps, revenez à l'observation des mouvements de montée et de descente de l'abdomen. Effectuez les actions de vous laver le visage ou de prendre un bain dans leur ordre d'apparition et en totale attention en détaillant chaque mouvement. Par exemple, regarder, voir, tendre, toucher, ressentir du froid, frotter. Dans les actes de s'habiller, de faire le lit, d'ouvrir et de fermer les portes et les fenêtres, de manipuler des objets, ne soyez occupés que par chaque détail de ces actions dans leur ordre d'apparition. Vous devez diriger l'attention sur chaque détail de l'action de manger. Quand vous regardez la nourriture, regardez, voir. Quand vous préparez la nourriture, préparez. Lorsque vous portez de la nourriture à la bouche, portez. Lorsque vous pliez le cou en avant, pliez. Quand la nourriture touche la bouche, touchez. Lorsque vous placez la nourriture dans la bouche, placez. Lorsque la bouche se ferme, fermez. En retirant la main, retirez. Si la main touche l'assiette, touchez. En redressant le cou, redressez. Quand vous mâchez, mâchez. Quand vous portez attention au goût, connaître. Quand vous avalez de la nourriture, avalez. Quand vous avalez et dès que vous sentez que la nourriture entre en contact avec les parois de la gorge, touchez. Effectuez l'observation de cette manière jusqu'à la fin du repas, à chaque fois que vous prenez une portion de nourriture. En début de pratique, il y aura beaucoup d'omissions. Cela n'est pas grave. Ne faiblissez pas dans vos efforts. Vous ferez moins d'omissions à force de persister dans votre pratique. Lorsque vous arriverez à un stade avancé de la pratique, vous aussi serez en mesure d'observer plus de détails que ceux mentionnés ici. Progrès dans la méditation. Après avoir pratiqué pendant une journée et une nuit, vous pouvez trouver que votre observation s'est considérablement améliorée et que vous êtes en mesure de prolonger la pratique de base consistant à maintenir l'attention sur la montée et la descente de l'abdomen. Vous constaterez alors normalement qu'il y a une rupture entre les mouvements de montée et de descente. Si vous êtes en position assise, comblez cette pause par une note mentale sur la posture assise. De cette façon, montée, descente, assis. Quand vous faites une note mentale assis, maintenez votre esprit sur la posture verticale du haut du corps. Quand vous êtes allongé, faites comme suit. Montée, descente, allongée. Si vous trouvez cela facile, continuez d'observer ces 3 sections. Si vous observez qu'une pause a lieu à la fin des mouvements de montée et de descente, continuez de cette manière. Montée, assis, descente,
assis. Ou en position couchée, montée, allongée, descente, allongée. À supposer que vous ne trouviez pas facile d'effectuer une note mentale sur 3 ou 4 objets à la manière ci-dessus, revenez alors à la méthode initiale de noter seulement les 2 sections, montée et descente. Pendant que vous êtes engagé dans la pratique régulière de l'observation des mouvements corporels, vous ne devez pas porter d'intérêt à des objets visuels ou auditifs. Pendant le temps où vous êtes capable de maintenir votre esprit sur les mouvements abdominaux de montée et descente, de même, vous devez aussi noter les actes de voir et d'entendre, ainsi que les objets visuels et auditifs. Cependant, vous pourriez intentionnellement regarder un objet. Faites alors simultanément une note mentale, 2 ou 3 fois. Regardez. Ensuite, revenez à l'attention sur les mouvements de l'abdomen. Supposons qu'une personne entre dans votre champ visuel. Faites alors une note mentale « voir » 2 ou 3 fois. Puis, restez attentif aux mouvements ascendants et descendants de l'abdomen. Avez-vous entendu le son d'une voix? L'avez-vous écouté? Si oui, faites une note mentale « entendre ». Écoutez et revenez à montée et descente. Mais supposons que vous entendiez des bruits forts, tels que des aboiements de chiens, des conversations bruyantes ou des chants. Si c'est le cas, faites immédiatement une note mentale 2 ou 3 fois, entendre. Puis, revenez à votre exercice de base d'observer montée et descente. Si vous ne parveniez pas par négligence à noter distinctement ces images et ces sons lorsqu'ils se produisent, vous tomberiez par inadvertance dans des réflexions à leur sujet au lieu d'observer avec une attention intense la montée et la descente de l'abdomen, qui peuvent alors devenir moins distinctes et moins claires. C'est à cause d'un tel affaiblissement de l'attention que les passions dégradantes s'élèvent et se multiplient. Si de telles réflexions se produisent, faites 2 ou 3 fois la note mentale « réfléchir » et de nouveau reprenez l'observation de la montée et de la descente. Si vous avez oublié de faire une note mentale des mouvements du corps, de la jambe ou du bras, notez alors mentalement « oublier » et reprenez votre méditation habituelle sur les mouvements de l'abdomen. Vous pouvez parfois ressentir que la respiration est lente ou que les mouvements ascendants et descendants de l'abdomen ne sont pas clairement perçus. Quand cela arrive et que vous êtes en position assise, continuez simplement de maintenir l'attention sur « assis »,« touché ». Si vous êtes allongé, « allongé »,« touché ». Tandis que vous observez toucher, ne maintenez pas votre esprit sur la même partie du corps, mais sur différentes parties successivement. Il y a plusieurs endroits de contact tactile et l'on doit en observer au minimum 6 ou 7. Exercice de base 4. Après avoir consacré beaucoup de temps à cet apprentissage, vous pourriez commencer à ressentir de la paresse pour avoir estimé que vos progrès sont insuffisants. En aucun cas, il ne faut baisser les bras. Notez simplement le fait paresseux. Avant de progresser suffisamment en attention, concentration et vision pénétrante, vous pouvez douter de la justesse ou de l'utilité de cette méthode de pratique. Dans une telle circonstance, dirigez votre observation sur la pensée, remplie de doutes. Est-ce que vous espérez ou vous souhaitez de bons résultats? Si oui, faites de telles pensées le sujet de votre méditation. Espérez ou souhaitez. Essayez-vous de vous rappeler la manière dont cet apprentissage a été mené jusqu'à présent? Si c'est le cas, alors reprenez la méditation sur ce souvenir. Examinez-vous parfois l'objet de la méditation afin de déterminer si c'est de l'esprit ou de la matière?
Si c'est le cas, alors portez l'attention sur « examiner ». Regrettez-vous qu'il n'y ait pas d'amélioration dans votre méditation? Si c'est le cas, alors occupez-vous de ce sentiment de regret. Inversement, êtes-vous heureux quand votre méditation s'améliore? Si vous l'êtes, alors observez le sentiment d'être heureux. C'est ainsi que vous faites une note mentale pour chaque état d'esprit dès qu'il se produit. Et s'il n'y a pas d'apparition de pensée ou de perception à noter, vous devez alors revenir à l'observation de la montée et de la descente. Pendant un cours strict de méditation, le temps de la pratique dure depuis le premier moment où vous vous réveillez jusqu'à ce que vous vous endormiez. Quitte à le répéter, vous devez être constamment occupé ou à l'exercice de base ou à une totale attention tout au long de la journée et pendant ces heures nocturnes quand vous ne dormez pas. Il ne doit pas y avoir de relâchement. En atteignant un certain niveau de progrès dans la méditation, vous ne vous sentirez pas somnolent malgré ces heures de pratique prolongées. Au contraire, vous serez capable de continuer la méditation jour et nuit. Résumé. Il a été souligné au cours de ce bref exposé de la pratique que vous devez observer chaque événement mental, que celui-ci soit bon ou mauvais, chaque mouvement corporel, grand ou petit, chaque ressenti corporel ou mental, agréable ou désagréable, et ainsi de suite. Si au cours de la pratique, il arrive par moments qu'il n'y ait rien de spécial à observer, alors soyez entièrement attentif à la montée et à la descente de l'abdomen. Lorsque vous devez accomplir tout type d'activité qui nécessite de marcher, alors, en complète attention, chaque pas doit être brièvement noté. Marcher, marcher, ou gauche, droit. Mais quand vous pratiquez un exercice de marche, observez chaque pas en 3 sections, en haut, en avant, en bas. Le méditant, qui se sera ainsi consacré à la pratique jour et nuit, sera capable d'ici un temps assez court de développer la concentration pour réaliser l'étape initiale du 4e niveau de la vision pénétrante, la connaissance de l'apparition et de la cessation, et, ultérieurement, les hauts niveaux de la méditation de la vision pénétrante, Vipassana Bhavana. Petit 2, pratique avancée. Lorsque, comme mentionné ci-dessus, à force de pratique diligente, l'attention et la concentration se sont améliorées, le méditant notera la double manifestation d'un objet et de sa connaissance, à savoir sa manifestation et la conscience de cette manifestation, sa disparition et la conscience de sa disparition, être assis et la conscience d'être assis, se pencher et la conscience de se pencher, s'étirer et la conscience de s'étirer, se lever et la conscience de se lever, se baisser et la conscience de se baisser. Grâce à une attention concentrée, la pleine attention, il sait discerner chaque processus corporel et chaque processus mental. Le mouvement ascendant est un processus, sa connaissance en est un autre. Il réalise que chaque acte de l'esprit possède la nature de se diriger vers un objet. Une telle réalisation se réfère à la fonction caractéristique de l'esprit d'avoir une tendance naturelle à plonger sur un objet ou de connaître un objet. Il faut savoir que plus un objet matériel est observé de façon claire, plus le processus mental de le connaître sera clair. Ce fait est énoncé ainsi dans le Visuddhimagga. Car, à mesure que la matérialité devient bien précise, démêlée et tout à fait claire pour lui, les états immatériels qui ont cette matérialité comme objet deviennent eux-mêmes clairs.
Quand le méditant en vient à connaître la différence entre un processus physique et un processus mental, s'il est un homme simple, il réfléchira ainsi à partir de l'expérience directe. Il y a la montée et la connaissance de la montée. Il y a la descente et la connaissance de la descente, et ainsi de suite. Il n'y a rien d'autre en plus. Les mots « homme » ou « femme » font référence au même processus. Il n'y a pas de personne ou d'âme. Un homme bien avisé réfléchirait à partir de la compréhension directe de la différence entre le processus matériel en tant qu'objet et le processus mental d'en avoir connaissance. Et donc, il est certain qu'il n'y a que matière et esprit. En dehors de ce duo, il n'y a pas d'entité telle qu'un homme ou une femme. Par l'observation, on note d'une part l'objet en tant que processus matériel et d'autre part le processus mental de le connaître. Et c'est seulement à ce duo que font référence les termes d'usage conventionnel tels qu'un être, une personne ou une âme, un homme ou une femme. Mais en dehors de ce double processus, il n'y a pas de personne ni d'être séparé, moi ou un autre, homme ou femme. Quand surviennent de telles réflexions, le méditant doit noter réflexion, réflexion, et continuer d'observer la montée de l'abdomen et sa descente. Avec de nouveaux progrès dans la méditation, l'état conscient d'une intention devient évident avant qu'un mouvement corporel ne se produise. Le méditant observe d'abord cette intention, bien qu'au début de sa pratique, il note intention, intention, par exemple de plier un bras. Il ne peut pas noter distinctement cet état de conscience. Maintenant, à ce stade plus avancé, il note clairement la conscience de l'intention de plier. Donc, il note tout d'abord l'état conscient d'une intention de faire un mouvement corporel, puis il note le mouvement corporel en particulier. Au début, faute d'observer une intention, il pense que le mouvement corporel est plus rapide que l'esprit qui le connaît. Maintenant, à ce stade plus avancé, l'esprit apparaît comme précédant le mouvement. Le méditant observe facilement l'intention de se pencher, de s'étirer, de s'asseoir, de se mettre debout, de s'en aller, etc. Il note également clairement la flexion, l'étirement, etc. Il réalise donc le fait que l'esprit qui connaît un processus corporel est plus rapide que le processus matériel. Il expérimente directement le fait qu'un processus corporel a lieu après qu'une intention l'a précédé. Encore une fois, il sait par expérience que l'intensité de la chaleur ou du froid augmente alors qu'il note chaud, chaud ou froid, froid. En observant des mouvements corporels réguliers et spontanés tels que la montée et la descente de l'abdomen, il les note les uns après les autres en continu. Il observe également l'apparition en lui d'images mentales, telles que le Bouddha, un Arahant, ainsi que toute une sensation qui apparaît dans son corps, comme une démangeaison, une douleur, de la chaleur. L'attention étant dirigée vers l'endroit particulier où la sensation se manifeste. Une sensation ayant à peine disparu, une autre surgit, et donc il les observe toutes. Tout en observant chaque objet tel qu'il apparaît, il est conscient qu'un processus mental de connaissance dépend d'un objet. Parfois, la montée et la descente de l'abdomen sont si faibles qu'il ne trouve rien à observer. Alors, il lui apparaît qu'il ne peut y avoir de connaissance en l'absence d'objet. Quand il n'est pas possible de noter la montée et la descente, il faut être conscient de la posture assise et des sensations tactiles ou de la posture allongée et des sensations tactiles. On doit observer alternativement les sensations tactiles. Par exemple,
Après avoir noté assis, on observe la sensation du toucher au pied droit, causée par son contact avec le sol ou le siège. Puis, après avoir noté assis, on observe la sensation du toucher au pied gauche. De la même manière, on observe la sensation du toucher à plusieurs endroits. De nouveau, en notant voir, entendre, le méditant en vient à savoir clairement que voir se manifeste à partir du contact de l'œil avec l'objet visuel et qu'entendre se manifeste à partir de l'oreille et du son. En outre, il réfléchit, les processus matériels de flexion, d'étirement, etc. suivent les processus mentaux d'intention de plier, d'étirer, etc. Il poursuit, le corps se réchauffe ou se refroidit à cause de la chaleur ou du froid. Le corps existe par la nourriture et les aliments. La conscience apparaît parce qu'il y a des objets à observer. La vue apparaît à partir des objets visuels. L'ouïe à partir des sons. Et aussi parce qu'il y a les organes des sens, les yeux, les oreilles, etc. Comme facteur conditionnant, l'intention et le fait d'observer résultent d'expériences antérieures. Les ressentis et sensations de toutes sortes sont les conséquences de kama. Kama en sanskrit, karma. Précédent dans le sens où les processus matériels et les processus mentaux, depuis la naissance, ont lieu à cause des kamas précédents. Il n'y a personne pour créer ce corps et cet esprit, et tout ce qui se manifeste a des facteurs causaux. De telles réflexions arrivent au méditant pendant qu'il observe un objet au moment où celui-ci apparaît. Il n'interrompt pas son observation pour prendre le temps de réfléchir. Tout en notant des objets au fur et à mesure qu'ils apparaissent, ces réflexions sont tellement rapides qu'elles semblent automatiques. Le méditant doit alors noter, réfléchir, réfléchir, reconnaître, reconnaître, et continuer comme d'habitude de noter les objets. Après avoir réfléchi sur le fait que les processus matériels et les processus mentaux observés sont conditionnés par des processus antérieurs de même nature, le méditant réfléchit, en outre, sur le fait que dans les existences antérieures, la corporéité et l'esprit étaient également conditionnés par des causes antérieures, et que dans les existences futures corporéités, cet esprit résulteront des mêmes causes, et qu'en dehors de ce double processus, il n'existe pas d'être ou de personne, mais seulement des manifestations de causes d'effets. On doit également noter ces réflexions et poursuivre la méditation comme d'habitude. De telles réflexions seront nombreuses dans le cas de personnes ayant un fort penchant intellectuel, et moins nombreuses chez les personnes pour qui ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, toutes ces réflexions doivent être systématiquement notées. Le fait de les noter les réduira au minimum, ce qui permettra le progrès de la vision pénétrante sans l'entrave due à un excès de telles réflexions. Il faut bien intégrer la notion qu'un minimum de réflexion suffira. Lorsque la concentration est pratiquée de manière intensive, le méditant peut ressentir des sensations presque insupportables, telles que des démangeaisons, des douleurs, de la chaleur, de la lourdeur et de la raideur. Si l'on arrête de noter avec une totale attention, ces sensations disparaîtront. Lorsque l'on recommence à observer, elles réapparaissent. Ces sensations résultent de la sensibilité naturelle du corps et ne sont pas les symptômes d'une maladie. Si elles sont observées avec une concentration énergique, elles disparaissent progressivement. De nouveau, le méditant voit parfois des images de toutes sortes,
comme s'il les voyait de ses propres yeux. Par exemple, le Bouddha entre en scène dans un état glorieux, une procession de moines dans le ciel, des pagodes et des images du Bouddha, une rencontre avec des êtres chers, des arbres ou des bois, des collines ou des montagnes, des jardins, des bâtiments. Se retrouver face à face avec des cadavres gonflés, ou avec des squelettes, ou avec son propre corps boursouflé, couvert de sang, tombant en morceaux et réduit à un simple squelette, voir son corps, les entrailles, les organes vitaux, et même les germes infectieux, voir les habitants des enfers et des cieux. Ce ne sont que des créations de sa propre imagination, aiguisées par une intense concentration. Elles sont similaires à celles que nous voyons dans nos rêves. Il ne faut ni bien les accueillir et s'en réjouir, ni en avoir peur. Ces objets qui apparaissent au cours de la contemplation ne sont pas réels. Ce ne sont que des images ou des imaginations. Alors que l'esprit qui voit ces objets est une réalité. Mais les processus purement mentaux, sans rapport avec les impressions des 5 sens physiques, ne peuvent pas être facilement notés avec suffisamment de précision et de détail. Par conséquent, il faut principalement porter attention aux objets des sens qui peuvent être facilement observés, ainsi qu'aux processus mentaux en rapport avec ces objets. Ainsi, quel que soit l'objet qui se présente, le méditant le notera en se disant mentalement « voir, voir » jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il s'éloignera, disparaîtra ou se brisera en morceaux. Au début, cela nécessitera plusieurs actions de noter, disons entre 5 et 10. Mais quand la vision pénétrante se perfectionne, l'objet disparaît après avoir été noté 2 ou 3 fois. Cependant, si le méditant accorde de l'intérêt à une telle vision, parce qu'il s'y intéresse ou qu'il en est effrayé, celle-ci risque de s'attarder. Si l'on induit l'objet de façon délibérée, alors celui-ci perdurera longtemps. Il est donc important de veiller à ne pas penser à des objets extérieurs ou à ne pas céder à une inclination pour des objets parasites, alors que la concentration est bonne. Si de telles pensées surviennent, celles-ci doivent être instantanément notées et dissipées. Dans le cas de certaines personnes qui n'expérimentent aucun objet ni ressenti à caractère peu ordinaire, mais méditent comme à leur habitude, il leur arrive d'en devenir paresseuses. Elles doivent noter cette paresse, paresseux, paresseux, jusqu'à ce qu'elles sortent de cet état. À ce stade que les méditants rencontrent ou non des objets ou des ressentis peu ordinaires, ils sont clairement conscients de la phase initiale, la phase intermédiaire et la phase finale lors de chaque acte de noter. Au début de la pratique, lorsqu'ils notaient un objet, ils ne pouvaient orienter leur esprit que vers un objet différent qui apparaissait, car ils ne pouvaient pas noter clairement la disparition de l'objet précédent. Maintenant, seulement après avoir eu conscience de la disparition d'un objet, ils observent le nouvel objet qui apparaît. Ils ont donc une conscience claire des phases initiales, intermédiaires et finales de l'objet observé. À ce stade, lorsque le méditant devient plus expérimenté dans sa pratique, il s'aperçoit à chaque acte de noter qu'un objet apparaît soudainement et disparaît instantanément. Sa perception est tellement claire qu'il réfléchit ainsi. Tout se termine, tout disparaît, rien n'est permanent, tout est vraiment éphémère. Sa réflexion est tout à fait en accord avec ce qui est dit dans le commentaire du texte pali. Tout est éphémère, dans le sens de la destruction de la non-existence après avoir été. Il réfléchit plus avant. C'est par ignorance que nous apprécions la vie. Mais en vérité, il n'y a rien à apprécier.
il y a une suite d'apparitions et de disparitions continuelles par lesquelles nous sommes tourmentés encore et toujours. En réalité, c'est terrible. À tout moment, nous pouvons mourir, et tout finira certainement. Cette impermanence universelle est vraiment effrayante et terrible. Sa réflexion est en accord avec le commentaire « Ce qui est éphémère est douloureux, douloureux dans le sens de la terreur, douloureux à cause de l'oppression de l'apparition et la disparition. » Encore une fois, ressentant une souffrance aiguë, il réfléchit ainsi. Tout est douleur, tout est nocif. Cette réflexion est en accord avec ce que déclare le commentaire. Il considère la douleur comme une pointe, comme un furoncle, comme un dard. Il réfléchit en outre, c'est une masse de souffrance inévitable. Apparaître et disparaître, cela n'est d'aucun intérêt. Mais on ne peut pas arrêter ce processus. Cela échappe à notre pouvoir. Cela suit son cours naturel. Cette réflexion est en parfait accord avec le commentaire. Ce qui est douloureux, c'est bien qu'il n'y a pas de moi. Pas de moi dans le sens où il n'y a pas de noyau, de substance propre, car on ne peut exercer aucun pouvoir sur ces processus. Le méditant doit noter toutes ces réflexions et continuer sa méditation comme d'habitude. Ayant ainsi vu les 3 caractéristiques des objets observés par expérience directe, le méditant en déduit que tous les objets qui n'ont pas encore été observés sont eux aussi éphémères, sujets à la souffrance et dépourvus d'un moi. En ce qui concerne les objets n'ayant pas été personnellement expérimentés, il conclut « Ceux-là aussi sont constitués de la même façon, éphémères, douloureux et dépourvus d'un moi. » Ceci est une déduction de son expérience directe actuelle. Une telle compréhension n'est pas très nette chez une personne dotée de moins de capacités intellectuelles ou ayant des connaissances limitées et qui ne prête pas attention aux pensées, mais qui continue simplement à noter des objets. Mais une telle compréhension se produit souvent chez celui qui se laisse aller à la réflexion, ce qui, dans certains cas, peut se produire à chaque acte de noter. Une réflexion aussi excessive que celle-là constitue cependant un obstacle dans le progrès de la vision pénétrante. Même si de telles réflexions ne se produisent pas à ce stade, la compréhension deviendra néanmoins de plus en plus claire dans les stades les plus élevés. Par conséquent, on ne doit prêter aucune attention aux réflexions. Cependant, en prêtant davantage attention à la stricte notation des objets, le méditant doit aussi noter ses réflexions si elles se manifestent, mais ne doit pas s'étendre sur celles-ci. Après avoir compris les 3 caractéristiques, le méditant ne réfléchit plus, mais continue de noter les objets corporels et mentaux qui se présentent continuellement. Ensuite, au moment où les 5 facultés mentales, à savoir la foi, l'énergie, l'attention, la concentration et la compréhension sont correctement équilibrées, le processus mental consistant à noter s'accélère, comme s'il s'allégeait, et les processus corporels et mentaux à noter apparaissent beaucoup plus rapidement eux aussi. Au moment de l'inspiration, le soulèvement de l'abdomen se passe rapidement, et l'abaissement devient d'autant plus rapide. Cette rapidité est également évidente dans les processus de flexion et d'étirement successifs. De légers mouvements se propagent sur tout le corps. Dans plusieurs cas, des sensations d'être piqué et des démangeaisons se produisent momentanément en succession rapide. En règle générale, ce sont des ressentis difficiles à supporter. Le méditant ne peut pas suivre le rythme de cette succession rapide d'expériences variées. S'il tente de les identifier par leur nom, la notation doit être faite de manière générale, mais avec attention.
À ce stade, il n'est pas nécessaire d'essayer d'observer en détail les objets qui surgissent rapidement, mais il convient de les noter globalement. Si l'on veut les nommer, une désignation collective suffira. Si l'on tentait de les suivre de manière détaillée, on se fatiguerait vite. L'important est de noter clairement et de comprendre ce qui se manifeste. À ce stade, l'observation habituelle concentrée sur quelques objets sélectionnés devrait être mise de côté et l'on doit noter en totale attention chaque objet qui se présente aux 6 portes des sens. Ce n'est que lorsque l'on n'est plus désireux de ce genre de notation que l'on revient à la contemplation habituelle. Les processus corporels et mentaux sont beaucoup plus rapides qu'un clin d'œil ou qu'un éclair. Cependant, si le méditant continue simplement de noter ces processus, il peut les appréhender pleinement à mesure qu'ils se produisent. Alors, l'attention devient très forte. En conséquence, l'attention semble plonger sur l'objet qui se présente. L'objet aussi semble se poser sur la pleine attention. On comprend chaque objet clairement et individuellement. Par conséquent, le méditant croit alors que les processus corporels et mentaux sont très rapides. Ils sont aussi rapides qu'une machine ou qu'un moteur. Et pourtant, ils peuvent tous être observés et compris. Peut-être n'y a-t-il plus rien de plus à connaître. Ce qu'il faut connaître est déjà connu. Il le croit parce qu'il connaît par expérience directe ce dont il n'a même pas imaginé auparavant. Encore une fois, grâce à la vision pénétrante, une lumière brillante apparaîtra au méditant. Apparaît aussi en lui du ravissement, provoquant de la chair de poule, des larmes, des tremblements dans les membres. Il se produit en lui un frisson subtil et une exaltation. Il se sent comme sur une balançoire. Il se demande même s'il est juste étourdi. Ensuite, il y a la tranquillité de l'esprit et, avec elle, l'agilité mentale. Quand il est assis, couché, en marche ou debout, il se sent bien. Le corps et l'esprit sont agiles et fonctionnent avec rapidité. Et l'esprit est capable de faire attention à tout objet et de suivre un objet aussi longtemps que souhaité. L'on est exempt de raideur, de chaleur ou de douleur. La vision pénétrante pénètre les objets avec facilité. L'esprit devient sain et droit, et l'on souhaite éviter tout mal. Par une foi ferme, l'esprit est très brillant. Parfois, quand il n'y a pas d'objet à noter, l'esprit reste longtemps tranquille. Des pensées apparaissent comme celle-ci. Vraiment, le Bouddha est omniscient. Vraiment, les processus du corps-esprit sont éphémères, douloureux et dépourvus d'un moi. En notant des objets, il comprend lucidement les 3 caractéristiques. Il souhaite conseiller aux autres de pratiquer la méditation. Sans indolence et sans torpeur, son énergie n'est ni relâchée ni tendue. Il y a aussi en lui une équanimité associée à la vision pénétrante. Son bonheur dépasse ses expériences précédentes. Et donc, il souhaite communiquer ses ressentis et ses expériences aux autres. Il en résulte un attachement subtil, de nature calme, qui jouit de la vision pénétrante associée à la lumière, à la pleine conscience et au ravissement. Il en vient à croire que c'est cela, la félicité de la méditation. Le méditant ne devrait pas réfléchir à ces phénomènes. À chaque apparition de ceux-ci, il doit noter au fur et à mesure lumière brillante, foi, ravissement, tranquillité, bonheur, etc. Quand il y a une lumière brillante, il faut noter brillant, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. On se doit d'agir avec cette même façon de noter dans tous les autres cas similaires. Quand une lumière brillante apparaît, on a tendance au début à oublier de noter et à se complaire dans la vision de cette lumière. Même si le méditant s'applique à observer avec attention, la lumière
se sera mêlé à des ressentis de ravissement et de bonheur, et il est probable que cela dure. Cependant, on s'habitue à de tels phénomènes et l'on continuera de les noter clairement jusqu'à leur disparition. Parfois, la lumière est si brillante qu'il est difficile de la faire disparaître par le simple fait de la noter avec attention. Alors, il faut cesser de prêter attention à cette lumière et détourner énergiquement son attention pour noter tout objet qui se manifeste dans le corps. Le méditant ne doit pas se demander si la lumière est toujours là. S'il le fait, il est susceptible de la voir. Si une telle pensée se présente, il doit la dissiper en dirigeant vigoureusement son attention sur cette pensée même. Bien que la concentration soit intense, non seulement une lumière brillante, mais aussi plusieurs autres objets extraordinaires peuvent se présenter et perdurer si l'on s'intéresse à l'un ou à l'autre d'entre eux. Si un tel intérêt apparaissait, le méditant doit le noter rapidement. Dans certains cas, même s'il n'y a pas d'intérêt pour un objet en particulier, des objets flous apparaissent l'un après l'autre, de manière comparable aux wagons d'un train en mouvement. Le méditant répondra alors à ces images simplement par « voir, voir », et chaque objet disparaîtra. Lorsque la vision pénétrante du méditant s'affaiblit, les objets peuvent devenir plus distincts. Ensuite, chacun d'eux doit être noté jusqu'à ce que tout le train d'objets disparaisse définitivement. On doit reconnaître que le fait de faire preuve d'intérêt pour des phénomènes tels qu'une lumière brillante et de s'y attacher est une mauvaise attitude. La réponse correcte et qui est conforme à la voie de la vision pénétrante est de noter ces objets avec une totale attention et avec détachement jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Lorsque le méditant continue d'appliquer la pleine attention au corps et à l'esprit, sa vision pénétrante gagnera en clarté. Il en viendra à percevoir plus nettement l'apparition et la disparition des processus corporels et mentaux. Il saura que chaque objet apparaît à un endroit et disparaît à ce même endroit. Il saura que l'événement précédent est une chose et que l'événement suivant en est une autre. Ainsi, à chaque acte d'observer, il comprend les caractéristiques de l'éphémère, de la souffrance et de l'absence d'un moi, d'un ego. Après avoir médité pendant longtemps, il peut en venir à croire « c'est sûrement le meilleur qui puisse être atteint. Ce ne peut être mieux. » Il est tellement satisfait de ses progrès qu'il est susceptible de faire une pause et de se détendre. Cependant, il ne doit pas se détendre à ce stade, mais continuer de noter les processus corporels et mentaux durant un temps encore plus long. Avec l'amélioration de la pratique, et lorsque la connaissance devient plus mature, l'apparition des objets n'est plus évidente pour le méditant. Il n'observe que leur cessation. Ils s'éteignent rapidement. Aussi devez-vous stimuler les processus mentaux pour noter ces objets. Par exemple, en notant le soulèvement de l'abdomen, ce mouvement disparaît en un rien de temps. Et de la même manière, disparaît le processus mental consistant à noter ce mouvement. Ainsi, le méditant constatera de façon claire que le soulèvement, aussi bien que sa notation, disparaissent immédiatement l'un après l'autre. Il en va de même dans le cas de la descente de l'abdomen, de s'asseoir, de fléchir ou d'étirer un bras ou une jambe, de la raideur dans les membres, etc. L'observation d'un objet et la connaissance de sa cessation se succèdent rapidement. Certains méditants perçoivent distinctement 3 phases. Note d'un objet, cessation de celui-ci et disparition de la conscience qui connaît cette cessation. Tout ceci se déroulant en une succession rapide. Cependant, il suffit de connaître dans une séquence double l'extinction d'un objet d'une part et d'autre part la disparition de la conscience qui observe cette extinction. Lorsqu'un méditant peut clairement observer ses pairs sans interruption,
les composantes particulières telles que le corps, la tête, la main, la jambe, ne lui sont plus évidentes et la pensée lui vient que chaque chose s'arrête et disparaît. À ce stade, il est probable qu'il trouve que sa méditation n'est pas à la hauteur. Mais en fait, ce n'est pas le cas. En règle générale, l'esprit prend plaisir à s'attarder à la vue d'aspects et de traits particuliers. En raison de l'absence de ces derniers, l'esprit est insatisfait. En fait, c'est la manifestation du progrès de la vision pénétrante. Au début, ce sont les aspects eux-mêmes qui sont clairement notés en premier lieu. Mais maintenant, du fait des progrès réalisés, ce sont leurs cessations qui le sont. Ce n'est que lors de réflexions répétées que les aspects apparaissent à nouveau. Mais s'ils ne sont pas observés, c'est la phase de cessation qui apparaît à nouveau et qui perdure. On vient donc à connaître par expérience directe la vérité du dicton. Quand un nom ou une désignation apparaît, une réalité reste cachée. Lorsqu'une réalité se révèle, un nom ou une désignation disparaît. Lorsque le méditant note clairement les objets, il pense que ses observations ne sont pas assez précises. En fait, la vision pénétrante est si rapide et si claire qu'il en vient même à connaître la subconscience apparaissant momentanément entre les processus de connaissance. S'il a l'intention de faire quelque chose, par exemple, plier ou étirer un bras, il s'aperçoit ainsi que cette intention semble s'éteindre, ce qui fait qu'il ne peut ni se pencher, ni s'étirer pendant un certain temps. Dans ce cas, il devrait consacrer son attention à noter les apparitions, à l'une ou l'autre, des portes des six sens. Si le méditant étend son observation à tout le corps, comme d'habitude, en commençant par la montée et la descente de l'abdomen, il progressera rapidement, et alors il continuera d'observer le toucher et la connaissance de celui-ci, ou la vue et la connaissance de celle-ci, ou l'ouïe et la connaissance de celle-ci, et ainsi de suite, au gré de leur manifestation. Pendant ce temps, s'il se sent agité ou fatigué, il doit alors revenir à la montée et à la descente de l'abdomen. Après un certain temps, lorsqu'il progresse, il doit observer tout objet qui apparaît dans l'ensemble du corps. Quand il peut observer d'une manière ainsi élargie, même s'il n'observe pas un objet avec énergie, il sait que ce qu'il entend disparaît et que ce qu'il voit se détruit en morceaux brisés, sans qu'il y ait de continuité entre eux. C'est voir les choses telles qu'elles sont réellement. Certains méditants ne voient pas clairement ce qui se passe parce que la disparition est si rapide qu'ils ont l'impression que leur acuité visuelle s'affaiblit ou qu'ils sont étourdis. Ce n'est pas le cas. C'est simplement par insuffisance de capacité cognitive à observer ce qui se passe avant et après, ce qui fait qu'ils ne voient pas les caractéristiques ou les formes. À ce moment-là, ils devraient se détendre et cesser d'observer. Mais les processus corporels et mentaux continuent de leur apparaître et l'esprit, de son propre chef, continue de les noter. Le méditant peut décider de dormir, mais il n'y parvient pas, et pourtant il reste en bonne forme et alerte. Il n'a pas besoin de s'inquiéter du manque de sommeil, car il ne se sentira pas mal, ni ne tombera malade en raison de cela. Il doit poursuivre en notant énergiquement, et il se rendra compte que son esprit est tout à fait capable de percevoir les objets pleinement et clairement. Lorsqu'il note avec continuité aussi bien les dissolutions des objets que le fait de connaître celles-ci, il réfléchit. Même le temps d'un clin d'œil ou d'un éclair, rien ne dure. On ne l'avait pas réalisé jusqu'à présent. Comme ceci a cessé et a disparu dans le passé, cela cesse et disparaîtra dans l'avenir. Il faut noter une telle réflexion. En outre, au milieu de ces observations, le méditant est susceptible d'avoir une conscience de peur. Il réfléchit. On se réjouit de la vie sans connaître la vérité. Maintenant que l'on connaît la vérité sur l'extinction continuelle, c'est vraiment effrayant.
À chaque moment d'extinction, on peut mourir. Le commencement de cette vie lui-même est effrayant. Et ainsi sont les répétitions incessantes des apparitions. Il est effrayant de penser qu'en l'absence de connaissance claire des caractéristiques et des formes, les apparitions semblent avoir une réalité. Il en va de même des efforts pour tenter de les figer. Les phénomènes, malgré le fait qu'ils soient en réalité éphémères dans le but d'en éprouver du bien-être et du bonheur. Renaître est effrayant en ce sens que ce sera une récurrence de phénomènes qui cessent et disparaissent toujours et encore. En effet, il est effrayant d'être vieux, de mourir, de connaître le chagrin, les lamentations, la douleur et le désespoir. On doit noter ce genre de réflexion et puis la délaisser. Alors, le méditant voit qu'il ne peut s'appuyer sur rien et se sent fragilisé dans son esprit comme dans son corps. Il est pris de déception, il n'est plus joyeux ni enthousiaste, mais il ne faut pas s'abandonner au désespoir. Cet état est chez lui un signe de progrès de la vision pénétrante. Ce n'est rien de plus que d'être malheureux à la conscience de la peur. Il doit noter une telle réflexion et, alors qu'il continue de noter des objets au fur et à mesure qu'ils se présentent, ce sentiment malheureux disparaîtra bientôt. Toutefois, s'il ne parvient pas à noter pendant un certain temps, alors le chagrin s'imposera et la peur prendra le pouvoir sur lui. Ce genre de peur n'est pas associé à la vision pénétrante. Par conséquent, il faut prendre garde de façon à éviter une telle peur indésirable en la prévenant par une observation énergique. Encore une fois, alors qu'il observe des objets, le méditant sera sans doute amené à réfléchir ainsi avec amertume. Ce processus corps-esprit étant éphémère est source d'insatisfaction. Ce n'était pas une bonne chose que de naître. Il n'est pas bon non plus de reconduire les existences. C'est pitoyable d'attribuer un caractère bien concret aux aspects et aux formes, alors qu'en fait, ceux-ci ne sont pas des réalités. C'est en vain que nous faisons des efforts pour rechercher le bien-être et le bonheur. La renaissance est à éviter, la vieillesse, la mort, les lamentations, la douleur, le chagrin et le désespoir sont des choses terribles. Une réflexion de cette nature doit également être notée. Alors, on a tendance à considérer l'objet corps-esprit et la conscience de noter celui-ci comme très grossier, bas, sans valeur. En notant leur apparition et leur disparition, on en éprouve du malaise. On pourrait voir la décrépitude de la décomposition de son propre corps. On le regarde comme une chose très fragile. À ce stade, alors que le méditant note tout ce qui apparaît dans son corps et dans son esprit, il en éprouve de l'aversion. Bien qu'il connaisse clairement leur cessation grâce à une série de bonnes observations, il n'est plus alerte ni clair. Son observation est associée à de l'aversion. Alors, il réchigne à méditer. Néanmoins, il ne peut s'en empêcher. Comme exemple, prenons le cas de quelqu'un qui ressentirait du dégoût à chaque pas, tandis qu'il doit marcher sur un chemin boueux et sale. Et pourtant, il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut s'empêcher de continuer. À ce moment, il considère la demeure humaine comme étant soumise au processus de la dissolution, et il ne se réjouit pas de la perspective de renaître en tant qu'être humain, homme ou femme, roi ou multimillionnaire. Il éprouve les mêmes sentiments envers les demeures célestes. Quand, par cette connaissance, il éprouve de l'aversion pour chaque phénomène apparu noté, montra en lui le désir d'y renoncer ou d'en être délivré. Voir, entendre, toucher, réfléchir, se tenir debout ou assis, se pencher, s'étirer, observer, il veut se débarrasser de tout cela. Il doit noter ce souhait. Il aspire maintenant à être libéré des processus corporels et mentaux. Il réfléchit à leur sujet. À chaque fois que je les note, c'est invariablement la même chose, quelque chose d'insupportable. Je ferais mieux de ne pas les noter. Il doit noter une telle réflexion.
Certains méditants, quand ils réfléchissent de la sorte, cessent d'observer les phénomènes corporels et mentaux. Et bien qu'ils ne les observent pas, les phénomènes corporels et mentaux, quant à eux, ne cessent de se produire, à savoir monter, descendre, se pencher, s'étirer, avoir une intention, etc. Ils continuent comme toujours. L'observation claire et distincte des phénomènes corporels et mentaux se poursuit également. Alors, réfléchissant comme ceci, le méditant ressent une grande satisfaction. Bien que je cesse d'observer le corps-esprit, les phénomènes corporels et mentaux se produisent tout de même. Ils surgissent et leur conscience est là, par elle-même. Ainsi, la libération ne peut pas être réalisée en arrêtant simplement de les noter. Ils ne peuvent pas être abandonnés de cette manière. En les notant comme d'habitude, les 3 caractéristiques de la vie seront pleinement comprises et n'accordant aucun intérêt à ces phénomènes corporels et mentaux, l'équanimité se développera. La fin de ces phénomènes corporels et mentaux, le nibbana, se réalisera. La paix et la félicité adviendront. Alors, réfléchissant avec joie, il continue de noter les phénomènes corporels et mentaux. Dans le cas des méditants qui ne sont pas capables de réfléchir de cette manière, ils poursuivront leur méditation une fois satisfaits de l'explication de leur enseignant. Leur progrès se poursuivra peu après avoir repris leur méditation et, à ce moment, divers ressentis douloureux peuvent survenir. Mais il ne faut cependant pas perdre espoir, car il s'agit seulement de la manifestation de la caractéristique inhérente à cette masse de souffrance. Comme il est stipulé dans le commentaire, voir les 5 agrégats comme douloureux, comme une maladie, une ébullition, comme une flèche, une calamité, une affliction, etc. Si de tels ressentis douloureux n'apparaissent pas, l'une des 40 caractéristiques de l'impermanence, de la souffrance ou de l'absence d'un moi apparaîtra à chaque observation. Bien que le méditant note correctement, il a l'impression de ne pas bien agir. Il pense que la conscience de noter et l'objet noté ne sont pas suffisamment proches. C'est parce qu'il est trop désireux de comprendre pleinement la nature des 3 caractéristiques. Insatisfait de sa méditation, il change souvent de position. En position assise, il pense que cela ira mieux s'il marche. En marchant, il veut reprendre l'assise. Après s'être assis, il change la position de ses membres. Il veut aller à un autre endroit. Il veut se coucher. Bien qu'il effectue ces changements, il ne peut rester longtemps dans une position particulière. Encore une fois, il devient agité. Mais il ne faut pas désespérer. Tout cela se produit parce qu'il a compris la véritable nature des phénomènes corporels et mentaux, et aussi parce qu'il n'a pas encore acquis la connaissance de l'équanimité au sujet des phénomènes corporels et mentaux. Il se comporte bien, et pourtant il pense le contraire. Il devrait essayer de maintenir une posture, et il y trouvera qu'il s'y sent à l'aise. En continuant de noter énergiquement les phénomènes corporels et mentaux, son esprit deviendra progressivement paisible et lumineux. Et, finalement, ses sentiments agités se dissiperont totalement. Lorsque la connaissance de l'équanimité à propos des phénomènes corporels et mentaux devient mature, l'esprit devient très clair et capable d'observer très lucidement les phénomènes corporels et mentaux. L'observation se déroule comme si aucun effort n'était nécessaire. On note également, sans effort, des contacts et des activités subtiles. Les 3 caractéristiques de l'impermanence, de la souffrance et de l'absence d'un moi, deviennent évidentes sans aucune réflexion. L'attention est dirigée vers tout point particulier de n'importe quelle partie du corps, partout où une sensation se produit. Mais la sensation de toucher est aussi douce que celle du coton. Quelquefois, les objets à noter sont tellement nombreux dans tout le corps que l'observation doit être accélérée. Le corps et l'esprit semblent tirer vers le haut. Les objets notés deviennent moins nombreux,
et on peut les observer facilement et calmement. Parfois, les phénomènes corporels disparaissent complètement, et seuls apparaissent les phénomènes mentaux. Le méditant ressentira alors en lui-même un sentiment de ravissement, comme s'il jouissait d'une pluie de minuscules particules d'eau. Il baigne également dans la sérénité. Il peut aussi voir de la luminosité semblable à un ciel clair. Ces expériences fortes ne l'influencent pas de façon excessive. Il ne déborde pas de joie, mais il s'y complaît encore. Il doit noter ce plaisir. Il doit également noter le ravissement, la sérénité et la lumière vive. S'ils ne disparaissent pas lorsqu'ils sont notés, il ne doit pas y prêter attention et noter tout autre objet qui apparaît. À ce stade, il éprouve de la satisfaction en constatant qu'il n'y a pas de moi, de mien, de lui ou de à lui, et que seuls apparaissent des phénomènes, rien d'autre que des phénomènes et qui sont des phénomènes de connaissance. Il éprouve aussi du ravissement à noter les objets les uns après les autres. Il n'est pas fatigué de noter les objets les uns après les autres. Il ne se fatigue pas de les noter sur une longue durée. Il est libéré de ressentis douloureux. Donc, quelle que soit la posture qu'il choisit, il peut la conserver longtemps. Assis ou couché, il peut continuer de noter pendant 2 ou 3 heures, sans en éprouver de gêne et passer le temps sans aucune fatigue. S'il souhaite méditer pendant un certain temps, il peut continuer pendant 2 ou 3 heures. Même au bout de cette durée, sa posture est aussi ferme qu'auparavant. Parfois, des phénomènes surviennent rapidement et il les note bien. Et puis, il peut devenir anxieux quant à ce qui pourrait lui arriver. Il doit noter une telle anxiété. S'il sent qu'il agit bien, il doit noter ce ressenti. S'il attend avec impatience les progrès de la vision pénétrante, il doit noter cette attente. Il doit observer régulièrement tout ce qui survient. Il ne doit pas fournir d'efforts particuliers ni se détendre. Dans certains cas, à cause de l'anxiété, de la joie, de l'attachement ou de l'anticipation, l'observation se relâche et régresse. Certains pensent que le but est très proche et ils notent avec une forte énergie. Ce faisant, l'observation devient laxiste et la régression s'installe. Cela se produit parce qu'un esprit agité ne peut pas se concentrer correctement sur les phénomènes. Donc, quand il s'aperçoit qu'il observe aisément, le méditant doit poursuivre avec fermeté et régularité. Cela signifie qu'il ne doit ni se détendre, ni faire des efforts particuliers. S'il continue ainsi, il va rapidement réaliser la vision pénétrante de la fin de tous les phénomènes corporels et mentaux et réaliser le nibbana. Certains méditants peuvent parfois à ce stade progresser et régresser à plusieurs reprises. Ils ne devraient pas céder au découragement, mais plutôt redoubler de détermination. Il faut aussi prendre conscience de tout ce qui apparaît à chacune des 6 portes des sens. Toutefois, noter de cette manière aussi élargie ne permet pas de pratiquer une contemplation fluide et calme. On doit donc commencer cette façon de noter en progressant dans la contemplation jusqu'à ce que celle-ci devienne fluide et calme. Si le méditant commence soit avec la montée et la descente de l'abdomen, soit avec tout autre objet corporel ou mental, il constatera qu'il progresse. Et puis, l'observation se poursuivra de son propre chef, avec fluidité et calme. Il constatera qu'il observe avec clarté la cessation et la disparition des phénomènes corporels et mentaux. À ce stade, son esprit est tout à fait libéré de toutes les souillures. Aussi agréable et attirant qu'un objet puisse l'être, il ne l'est plus pour lui. De même, aussi répugnant que puisse être un objet, il ne l'est plus pour lui. Il ne fait simplement que voir, entendre, sentir, goûter ou connaître. Avec les 6 types d'équanimité décrits dans les textes, il observe tous les phénomènes corporels et mentaux. Il n'est même pas conscient de la durée pendant laquelle il est plongé dans la méditation.
et il ne réfléchit en aucune manière. Même s'il ne développe pas suffisamment la vision pénétrante pour réaliser la connaissance de la voie et la réalisation de ses résultats, Magga et Phala, dans les 2 ou 3 heures, la concentration deviendra faible et la réflexion s'installera. Et à l'inverse, s'il progresse bien, il peut anticiper sur un progrès à venir. Il sera tellement enchanté en pensant au résultat qu'il va connaître une régression. Il doit alors dissiper une telle anticipation ou une telle réflexion simplement en la notant. Une méditation menée avec régularité permettra de réaliser des progrès de façon fluide. Mais si l'on n'a pas encore acquis une force suffisante dans la vision pénétrante, la concentration deviendra faible. De cette manière, certains méditants progressent et régressent plusieurs fois. Ceux qui se sont renseignés sur les étapes dans la progression de la vision pénétrante, par l'étude ou en entendant parler, rencontrent des hauts et des bas. Par conséquent, il n'est pas bon pour un élève qui médite sous la direction d'un enseignant de se renseigner au sujet de ces étapes avant de commencer à méditer. Mais ces étapes ont été expliquées ici pour le bénéfice de ceux qui doivent pratiquer sans les conseils d'un enseignant expérimenté. Malgré de telles fluctuations, le méditant ne doit pas se laisser envahir par la déception ou le désespoir. Il est maintenant, pour ainsi dire, au seuil de Magga et de Phala, l'entrée de la voie et la réalisation des résultats des états de sainteté. Dès que les 5 facultés, indriya, de foi, d'énergie, d'attention, de concentration et de compréhension seront développées de manière équilibrée, il atteindra bientôt Magga et Phala et réalisera le Nibbana. Voilà pour cette deuxième lecture. La suite au prochain épisode. Comment se réalise le Nibbana? D'ici là, vous avez compris qu'il y a beaucoup de travail, donc je vous souhaite une belle journée et de belles méditations. Je vous dis à bientôt.